Rebonjour pour ceux qui étaient déjà présents. Ce qu'on va commencer par faire, c'est rappeler un petit peu le cadre. Le webinaire dure entre 25 minutes et 30 minutes, en incluant les questions. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à les écrire pendant le déroulé du webinaire. On essaiera d'y répondre, soit pendant le webinaire, soit à la fin. Nous allons aussi commencer par nous présenter. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Reynaud, je suis conseiller CERF France sur le département de l'Isère. C'est moi notamment qui vais vous présenter un petit peu la structure et vous aurez pour certains l'occasion de me rencontrer. Donc, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur votre comptabilité, notamment. Bonjour à tous, je suis Claire Brenon, je suis responsable du service juridique et fiscal à CERF France Isère. Dans le cadre de mes missions, nous accompagnons les créateurs d'entreprises dans leur choix du statut juridique et fiscal, le mieux adapté en fonction de leur situation et de leur projet. Du coup, sujet récurrent que nous abordons ce matin avec vous. Juste pensez bien à couper les micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence tout au long du webinaire. Et puis voilà, si vous souhaitez qu'on réactive les micros en fin de webinaire pour pouvoir poser oralement vos questions, c'est tout à fait possible. Et en cours de présentation également, il y a la petite main sur laquelle vous pouvez cliquer et ainsi nous prendrons vos questions. Nous allons commencer ce webinaire sur la question du statut juridique, se poser les bonnes questions afin de faire les bons choix. Tout d'abord, CERF France, qui sommes-nous? CERF France Isère, nous faisons partie du réseau national CERF France, qui est créé depuis 60 ans, qui rassemble 12 000 collaborateurs pour 320 000 clients ou adhérents, vu que nous sommes sous le statut d'associatif, 700 agences, 66 identités départementales ou régionales. En Isère, le CERF France, c'est 8 agences de proximité et des permanences. Nous sommes présents sur tout le département. Nous sommes présents donc de Villemorieux, Bourgoin, La Tour du Pin, Saint-Étienne-de-Saint-Joire, Borpère, Chattes, Moran et Échirolles. Et nous avons des permanences sur Goncelin, Autran et Lamure. Nous avons un accompagnement 360 degrés que nous verrons un petit peu plus tard, avec notamment une équipe pluridisciplinaire.
Proximité conseil, ce sont les mots d'ordre. C'est pour cela que nous faisons notamment le webinaire aujourd'hui. Nous sommes donc polyvalents sur les métiers parce que nous allons de l'agriculture en passant par les professions libérales, les commerçants, les associations, mais également les gîtes, les chambres d'hôtes et les métiers du bâtiment. Et nous vous proposons à tous nos adhérents un accompagnement à 360 degrés. Nous avons tout d'abord un axe, on va dire le cœur métier de Serre France, qui reste la comptabilité avec un pôle d'expertise comptable et assistant comptable que vous retrouvez sur toutes les agences Serre France, mais également un pôle spécifique juriste d'entreprise, juriste social, donc Claire et la directrice, ainsi que conseiller RH et conseiller marketing. Je vous laisse maintenant le soin de noter nos adresses. Vous les retrouverez en fin de webinaire si vous souhaitez prendre contact avec nous pour avoir des questions un peu plus poussées. Et puis, je vais vous laisser entre les mains de Claire pour qu'elle puisse vous présenter tout l'aspect juridique. Donc, le statut juridique, comment faire le bon choix? La question en préalable qui se pose, c'est évidemment de savoir quel statut je prends. Mais derrière cette question, ce qu'on va aborder au travers de la présentation qui va se poursuivre, c'est quel est mon bon choix juridique, quel est mon bon statut social et quel est mon bon statut fiscal. Et c'est au travers de ces trois directives que nous aurons l'occasion de choisir le format le plus intéressant. Les trois choix essentiels, donc c'est ce que je viens d'aborder, j'ai été un peu plus vite. Le cadre juridique, c'est-à-dire le cadre dans lequel je vais exercer mon activité professionnelle. On verra quelles sont les différentes possibilités. Le statut social que j'aurai quand je serai créateur, est-ce que je vais être indépendant et je vais cotiser au régime des professions libérales ou des indépendants, ou est-ce que je choisis d'avoir un statut de salarié? Et évidemment, le modèle fiscal à adopter en fonction de ma situation personnelle et aussi en fonction du prévisionnel qu'on aura pu faire pour vous accompagner sur le plan économique par rapport à votre projet. Les questions à se poser, évidemment, avant de se décider, sachant que les décisions ou les choix que l'on va faire, ce sont des choix qui sont faits sur 3 à 5 ans. Il est bien évident que l'on ne peut pas se projeter à 10 ans sur un cadre juridique. Comment choisir le bon statut ? Est-ce que je crée seule ou à plusieurs? C'est la question de départ, bien évidemment. Si je suis seule, les différents types de structures que je peux adopter sont les suivantes. En entreprise individuelle, micro-entreprise. En entreprise individuelle classique, avec une tenue de comptabilité, je suis au réel. L'EIRL, qui me donne une certaine protection juridique par rapport à mon patrimoine privé. L'EURL, ou la SASU, nous y reviendrons. À plusieurs, soit je fais une SARL ou une société par action simplifiée. Faut-il opter pour la responsabilité illimitée ou limitée? Bien évidemment, si on va sur l'illimité, la question qui se pose, c'est notre patrimoine privé. Quelle est cette différence? Quand on a une responsabilité limitée sur son activité professionnelle, cela veut tout simplement dire que le patrimoine professionnel engagé est le seul sur lequel les créanciers professionnels peuvent agir. Ces créanciers ne pourront pas venir chercher sur votre patrimoine privé qui est à l'abri. Alors attention, ça ce sont les grandes règles. Bien évidemment, si le dirigeant ou le gérant fait des fautes de gestion graves, il peut engager sa responsabilité et avoir son patrimoine privé saisi. Mais c'est quand même très rare et cela veut dire que l'on a fait des manœuvres frauduleuses. Et un patrimoine et une responsabilité illimitée, cela signifie que le patrimoine privé n'est pas à l'abri des créanciers professionnels. Votre patrimoine privé peut être engagé dans ce cas-là. Quelle est la forme juridique qui limite la responsabilité financière du dirigeant?
Excusez-moi, je n'ai pas été très pro. La responsabilité limitée, on la retrouve dans le cadre de l'EIRL, qui est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, mais sans création de statut. Ensuite, vous avez l'EURL, qui est le pendant de la SARL, mais tout seul. La SASU, la Société par action simplifiée unipersonnelle, et les deux structures à responsabilité limitée collective avec plusieurs associés, qu'est la SARL et la SAS. La responsabilité illimitée, on la trouve dans quel statut? Dans l'entreprise individuelle, vous allez directement vous créer sur le site du centre de formalité, ou bien vous allez au greffe, vous ne créez pas de statut juridique, et dans ce cas-là, il y a confusion de patrimoine. 3 questions à se poser pour choisir le bon régime fiscal. Une fois qu'on a pris une décision sur ma structuration juridique, est-ce que je me protège ou est-ce que j'exerce en nom propre? Ensuite, on va aller voir ce qu'il en est sur le plan du régime fiscal. Bien évidemment, avant de pouvoir se positionner sur le régime fiscal, il va falloir tirer les incidences et les conséquences de l'activité et du chiffre d'affaires et du résultat qu'il dégage. La première question que l'on se pose, c'est mon prévisionnel prévoit-il que l'activité génère du résultat au démarrage? Quel est mon régime personnel d'imposition? Suis-je taxé fortement, ayant par ailleurs les revenus d'un conjoint ou d'une conjointe, ou ayant des revenus fonciers ou des placements divers? Troisième et dernière question à se poser, c'est vais-je avoir besoin de prélever sur mon entreprise? J'ai des ARE, je n'aurai pas besoin de prélever sur l'entreprise. Dans ce cas-là, mon choix fiscal de démarrage va en être impacté. Et ce sont des questions qui sont abordées par notamment les conseillers chez nous, comme Jean-Baptiste, qui vous accompagne sur les prévis à la création. Un petit exemple, puisqu'il est évident que sur un webinaire, il est difficile de rentrer sur les cas pratiques de chacun, mais un exemple que l'on retrouve régulièrement. Impôt sur les revenus ou impôt sur les sociétés. Mon prévisionnel prévoit du résultat dès le démarrage et j'ai de la trésorerie, mais je ne souhaite pas réinvestir dans mon entreprise, mais je souhaite, réinvestir plutôt que de me rémunérer. J'ai donc pas besoin de prélèvement, j'ai du résultat. Eh bien, dans ce cas-là, le choix va être vers celui de l'impôt sur les sociétés. De cette façon, je n'aurai pas d'impôt à titre personnel. En effet, c'est la société qui est taxée à 15% actuellement, c'est le taux d'IS, le taux réduit. Et à titre individuel, je n'ai aucune imposition. Donc, ce choix-là paraît judicieux dans ce cas-là. Deuxième petit cas pratique, mon épouse est salariée et mon entreprise génère du déficit les premières années. Alors, pas forcément du déficit structurel, mais plutôt du déficit lié à des forts investissements et un gros amortissement. J'aurai donc fiscalement un déficit. Et je souhaite limiter la fiscalité de mon foyer et optimiser les prestations familiales pour les enfants qui sont au lycée ou en études. Eh bien, dans ce cas-là, je vais opter pour l'impôt sur le revenu, puisque mon déficit relevant de la catégorie soit des BIC, soit des BNC pour les professions libérales, va venir, entre guillemets, manger la base imposable des traitements et salaires de mon épouse et faire chuter la fiscalité du foyer fiscal et du coup, ouvrir droit à des prestations familiales. Je crée mon entreprise et je souhaite continuer à bénéficier des ARE. J'irai à ce moment-là choisir l'impôt sur les sociétés en choisissant de ne pas avoir de rémunération les premières années. Ainsi, Pôle emploi peut continuer à m'indemniser. Donc, au travers
de questions partant de l'économique validée au travers d'un prévisionnel, il est possible de se prévoir une option fiscale pendant les 5 premières années. Le choix que l'on retient au démarrage d'une activité ne sera pas forcément celui que l'on aura au bout de 5 ou 6 ans, ce que j'évoquais avec vous au début du webinaire. Dernier point, quel est le statut social que je souhaite retenir? Alors, toujours pareil, nous, en tant que conseil, nous allons vous poser des questions et en fonction de ces questions, nous allons pouvoir opérer un choix opportun. La première question à se poser, c'est est-ce que je souhaite être salarié ou travailleur indépendant? Au travers de cette question, bien entendu, va soulever soit des questions de valeur, je préfère être salarié, c'est plus sécuritaire, ce qui en soi n'est pas forcément vrai, mais pour la personne et pour le chef d'entreprise, il y voit une sécurité juridique et du coup, il se sent plus à l'aise dans l'exercice de son activité. Ou je souhaite être travailleur indépendant, je ne veux pas avoir de fiche de paye, je souhaite avoir des rémunérations et des charges sociales qui fluctuent un peu plus et je choisis ce statut. Ça peut être une des questions, mais en sachant que la première que l'on va vous poser, c'est quel statut souhaitez-vous avoir? Ensuite, évidemment, la deuxième question opportune, c'est quel est le niveau de charge sociale que je souhaite consacrer à ma protection sociale? Si la personne souhaite avoir une protection maximale et y consacrer un volume important de ses ressources, on l'orientera certainement plutôt vers un statut de salarié. Dois-je pouvoir avoir une souplesse dans ma rémunération? Ce mois-ci, je souhaite prendre 500 €, le mois prochain, 1 200 €. Ça peut être une idée, ça peut être aussi non seulement une idée, mais un impératif lié à la situation et au contexte de votre démarrage. Eh bien, si je réponds à cette question oui, il est certain que je ne pourrai pas aller prétendre un statut de salarié où j'ai des minima sociaux à respecter et également des déclarations mensuelles à faire de charges sociales qui m'obligent à avoir une certaine régularité dans mes prélèvements. Premier scénario qui peut se poser à vous, c'est je démarre mon entreprise et je ne souhaite pas consacrer un trop gros volume aux charges sociales. Je choisis dans ce cas-là le statut du SSI, qui est le RSI et l'URSSAF fusionnés. Ainsi, j'aurai environ 42% de charges sociales contre 65% pour un salarié, sachant que le statut de salarié prévoit la retraite complémentaire, alors que le statut, par exemple, d'indépendant ne prévoit pas ces retraites complémentaires que l'on peut souscrire par la suite au travers des contrats dits loi Madelin, qui sont des contrats optionnels. Et je prendrai une couverture sociale et meilleure plus tard. Effectivement, je ne souhaite pas avoir une retraite mutualisée, mais plutôt me faire ma retraite personnelle en ayant des investissements immobiliers ou autres. Je consacre donc un faible volume à mon statut. J'ai une couverture sociale minimum et par la suite, je changerai et j'aurai ma retraite non pas par mutualisation, mais par capitalisation, qui peut être aussi un choix à faire selon l'activité et selon le volume de résultats que l'on peut avoir. Voilà, une brève présentation des différentes questions que l'on aborde avec une personne, un entrepreneur qui vient nous voir, qui a des préoccupations évidemment plus liées à l'activité, à l'économique. Donc, le premier contact se fait et est incontournable sur un prévisionnel, sur un accompagnement économique. Et nous, le service juridique, on vient habiller l'économique en trouvant un choix juridique, responsabilité limitée ou illimitée. Je structure mon activité ou pas. Je me pose à ce moment-là, après, la question de l'imposition, qui en découle des différents accompagnements qui ont pu avoir lieu au démarrage. Et aussi, on se pose la question du statut social. Donc, c'est 3 points qui sont incontournables au démarrage de l'entreprise. Et parfois, on est obligé de faire des choix parce que
On ne va pas forcément on converge pas forcément vers les mêmes règles, et du coup on dit bon, je favorise mon statut social au détriment du statut juridique, mais au moins je prends mes décisions en connaissance de cause. Voilà, un exposé relativement bref, masqué, ce qui n'est pas des plus aisés. N'hésitez pas à activer vos caméras et vos micros si vous avez des questions pour qu'on puisse les traiter en direct. Ça sera certainement plus simple. À défaut, il y a un petit espace sur lequel vous pouvez écrire également vos questions. Dans l'ordre des contacts, si vous êtes en pleine réflexion pour la création de votre structure, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse déjà déblayer un petit peu votre projet, l'approfondir, et puis dans un second temps, Claire prendra contact avec vous pour aller un peu plus loin dans tout ce qui est création juridique de votre structure. Vous pouvez également me faire, je vois que dans mes coordonnées apparaissent mon adresse mail, me faire un bref mail ou pas explicatif de la question. J'y répondrai avec grand plaisir. Il n'y a pas de questions du coup. Personne n'a des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Il ne faut pas hésiter à les poser. La petite main activée si besoin est sur votre Teams. Bon, je pense qu'on a répondu. Eh bien, il n'y a pas. Si quelqu'un, j'ai pas la. Alors, quelles sont les démarches pour changer de statut par la suite? Alors, les démarches, eh bien, ce seront les mêmes qu'à la création. Si vous démarrez en entreprise individuelle et que vous faites la société par la suite, on devra contacter un juriste qui va vous faire la création de société et le transfert de votre entreprise individuelle à la société. Alors, attention, parce que l'entreprise individuelle, si on l'apporte, entre guillemets, à une société dans les 5 ans de son activité, on va payer un impôt qui s'appelle la plus-value professionnelle, qui est liée à la nature, à la plus-value que l'on a pu dégager sur sa clientèle, sur son matériel, sur tous les éléments incorporels que l'on a pu créer au départ. Donc, c'est des démarches qui sont plus lourdes dans les 5 premières années. Donc, soit je pars en société tout de suite, soit je fais une société, mais à 5 ans plus quelques jours pour éviter d'avoir une fiscalité trop lourde. Et les démarches, c'est les mêmes. On va voir un juriste pour pouvoir accompagner dans la création du statut. Et pour le changement de statut social et fiscal, alors là, c'est pareil, c'est beaucoup. Enfin, fiscal, c'est l'apport et la création de société. Si je suis en société, que je démarre au BIC, à l'impôt sur le revenu, et que je souhaite être à l'impôt sur les sociétés, je fais un simple courrier au centre des impôts duquel je dépends en disant, voilà, à compter de temps, je relèverai soit des BIC, soit de l'IS. Ce qu'il faut, ce n'est pas se tromper dans les délais, parce que l'administration fiscale, c'est les délais. Si vous n'optez pas dans les délais, c'est reparti pour un an, pour un exercice supplémentaire. Un changement de statut social, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir peut-être être amené à transformer la société. Si vous démarrez en EURL, vous aurez le statut d'indépendant, vous relèverez du SSI, vous serez travailleur non salarié. Au bout de 2 ou 3 ans, vous souhaitez prendre le statut de salarié. On va donc devoir transformer votre EURL en société par action unipersonnelle. Donc, il faut rédiger un procès-verbal d'Assemblée générale extraordinaire, envoyer le dossier au greffe et par la suite, du coup, vous changez de statut social puisque vous devenez mandataire social. Ou si vous êtes mandataire et que vous souhaitez repasser au RSI, c'est pareil, il faudra changer la forme de la société. Mais rien n'est figé.
Alors, quels sont les coûts et les démarches? Alors, la création d'une société au démarrage, au niveau des honoraires, chez nous, on est avec notre offre autour de 500 €, plus les frais de greffe. Voilà, à peu près, alors 500-600 € plus les frais de greffe, vous avez votre structure en société unipersonnelle, hein. Si on est à plusieurs, les honoraires s'approchent des 1 000 € dans la mesure où il va falloir comprendre, réfléchir sur les clauses particulières en cas de sortie d'un associé, décès d'un associé, mésentente, etc. Donc, il y a tout un travail juridique également sur les prises de décision que l'on n'a pas quand on est en unipersonnel. Donc, je suis seule, création d'une société type EURL, SASU, 500 €. On est plusieurs, on approche les 1 000 €. Après, pour tout ce qui est question un petit peu personnalisée sur les projets, sur les coûts, moi, ce que je vous propose, c'est, voilà, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail. Le plus simple, c'est qu'on puisse se rencontrer. Voilà. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'avoir des questions assez larges pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Après, sur tout ce qui est question un petit peu plus personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous recontacterai rapidement pour qu'on puisse se rencontrer et on évoquera à ce moment-là les questions un petit peu plus pointues et individuel. On avait dit que ça se terminait à 12h30, donc je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à les poser, sinon je pense qu'on pourra clôturer le webinaire. Voilà, si à terme vous avez des questions qui arrivent, vous pouvez nous les poser par mail, on y répondra avec plaisir. Bon, personne n'a d'autres questions. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant cette petite demi-heure. Bonne journée, au plaisir de se rencontrer et puis portez bien vos projets. Merci, à bientôt. Au revoir.